Chers invités, bonjour. Vous étiez près de 2000 inscrits à ce webinaire aujourd'hui que nous allons animer tous les quatre. Jérôme Fleischer, conseil en gestion de patrimoine, Manuel Villanueva, notaire, Roman Kowalczyk, président de FIM, et moi-même, conseil en gestion de patrimoine. Alors bonjour à tous, nous vous proposons en 3/4 d'heure de faire tout d'abord un état des lieux à travers un rappel des fondamentaux. Roman Kowalczyk et Stéphane Moller vous inviteront à faire un point sur les marchés financiers et proposeront leur éclairage sur l'attitude à adapter en cette période particulière. Manuel Villanueva et moi-même, Jérôme Fleischer, feront un focus sur le marché immobilier avant d'évoquer les points de vigilance qui en découlent. Bonjour à tous. Tout d'abord, il nous semblait essentiel de rappeler des généralités, car le premier effet en période de crise, c'est que les réalités sont exacerbées. Ce sont rarement de nouveaux risques qui apparaissent ou de nouvelles opportunités. Ce sont en réalité les mêmes qui sont encore plus prégnantes et qui ressortent de façon plus significative. Ce qui était plus périlleux, plus risqué, et d'autant plus aujourd'hui. La crise catalyse donc les risques et les opportunités. Le sujet de notre webinaire est donc de savoir comment protéger et valoriser son patrimoine en temps de crise, comment faire face à un risque conjoncturel que nous vivons actuellement, mais aussi et peut-être surtout de savoir comment construire sur le long terme de façon structurelle un patrimoine capable de répondre à vos objectifs tout en anticipant les conséquences de nouveaux événements tels que celui que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors effectivement, on peut penser que le monde a un peu changé et que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère où les objectifs patrimoniaux seront à considérer un petit peu différemment. Cette crise laissera des séquelles et il faudra être encore peut-être plus prévoyant pour se protéger encore plus en protégeant son patrimoine, justement, en le diversifiant, anticiper une perte ou une baisse éventuelle de revenus à travers du chômage possible ou une baisse de chiffre d'affaires pour les indépendants. Créer des revenus complémentaires, anticiper une baisse éventuelle des revenus à la retraite, protéger son conjoint et anticiper la transmission à ses enfants en cas de décès subit. Il faut rester humble, nous ne connaissons pas l'avenir. Nous pouvons simplement anticiper des scénarios prévisibles et vous aider à diversifier suffisamment votre patrimoine pour vous permettre de faire face à toutes les situations et à saisir les bonnes opportunités lorsqu'elles se présenteront. Alors commençons. Bonjour Roman. Bonjour Stéphane. C'est toi Roman qui va animer ce point macro en introduction du webinaire et nous discuterons ensemble des opportunités de marché que ce point révèle. Merci Stéphane. Oui, commençons d'ailleurs par les perspectives de croissance, notamment des pays occidentaux, parce qu'on a observé tout d'abord une très forte décroissance sur le premier trimestre dans l'ensemble des pays développés, à commencer par les États-Unis et la zone euro. Il devrait être encore plus forte sur le deuxième trimestre de l'année 2020. On devrait observer des chiffres de croissance, plutôt décroissance sur la zone euro qui serait entre -9 et -12%. On devrait avoir une décroissance beaucoup plus violente aux États-Unis, puisqu'en fait, ce qu'on anticipe, c'est une décroissance de l'ordre de -25%. Et ça ne correspond ni à une crise de liquidité, ni à un éclatement de bulle. C'est simplement la crise sanitaire qui a conduit ça. Et les perspectives, néanmoins, restent favorables sur le troisième et le quatrième trimestre de l'année 2020. Est-ce que ça veut dire qu'on va observer un phénomène de rattrapage pour retrouver les niveaux d'avant-crise? Alors, le fait qu'on ne soit pas dans un éclatement de bulle, ni une crise de liquidité, ça favorise le fait qu'on revienne à un niveau de consommation et d'investissement préalable et pré-crise. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura un changement, il y a un changement de modèle économique, de modèle de consommation qui aura un impact non négligeable à terme sur la croissance de l'ensemble de nos pays. Ok, mais pour obtenir ça, comment va s'opérer cette relance? Alors, ça va avant tout, et aujourd'hui, ça passe avant tout par les banques centrales. C'est elles qui permettent de financer l'ensemble de l'économie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles financent les États. C'est pour ça que les États européens ou américains arrivent à s'endetter à des niveaux extrêmement bas. Il y a également une diffusion auprès des entreprises. Alors, ce n'était pas le cas, notamment en zone euro sur le premier trimestre de l'année.
On a bon espoir que ça soit le cas sur le 2 trimestre et le 3e trimestre de l'année 2020. Et enfin, ça s'opère également au niveau des ménages. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques centrales, elles se substituent aux banques en assurant un financement palliatif. Mais Roman, en attendant, cette crise, elle a bien un impact sur l'économie. Oui, les premiers à être atteints, sont les personnes qui malheureusement sont au chômage. Ça peut être un chômage partiel ou de longue durée. D'ailleurs, c'est comme ça que ça se manifeste aux États-Unis. C'est qu'on assiste déjà à une explosion du taux de chômage, comme on n'a jamais vu, en tout cas après-guerre. C'est donc l'arrêt de l'activité qui est donc la conséquence de cette crise. Ce qui est d'autant plus frappant, c'est sûrement le fait que ça touche d'autant plus la main-d'œuvre, la moins qualifiée, qui subit de plein fouet ce chômage. Et ce tableau-là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est le tableau qui est en dessous de ton graphe. En fait, il traduit une très forte envolée des marchés après des très forts stress sur le marché de l'emploi, notamment aux États-Unis. Comment tu expliques ça? D'abord, le chômage, ce qui est intéressant, c'est que c'est une donnée qui intervient a posteriori. C'est-à-dire qu'on met d'abord les gens au chômage pour que les entreprises puissent s'adapter. C'était le cas notamment à chaque crise. C'était le cas en 1975, dans les années 70, lorsqu'on a eu les chocs pétroliers, dans le cas en 82 ou en 2008. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un changement du monde économique qui est obligé de se réorganiser. Donc, ça passe par l'appareil productif pour derrière recréer de la richesse. Et c'est comme ça qu'on réorganise les unités de production. Si j'ai bien compris, Roman, le marché va rebondir, donc phénomène de rattrapage, par une reprise de l'activité économique et la capacité des sociétés à recréer de la richesse? Complètement. En fait, les entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont s'adapter, elles vont évoluer et faire évoluer leur business model. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça se traduit concrètement par peut-être plus de livraisons. C'est comme ça que Amazon a complètement explosé. Tout le monde a pu bénéficier éventuellement de plats préparés par les restaurants qui ne peuvent pas recevoir à l'heure actuelle les clients. Donc, ça passe par un changement de business model, une adaptation à ce nouvel environnement économique et sanitaire qui explique en tout cas une partie, voire totalement, la reprise de l'économie. Et ça se traduit du coup, une fois qu'on a atteint le pic, par une reprise du marché haussier. Ok, pour le chômage, j'ai compris. Mais qu'est-ce qu'il y a comme autre conséquence de cette crise? Alors, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Parce qu'à court terme, si on prend la zone euro, il y a un coup d'arrêt au niveau des dépenses. C'est-à-dire qu'il y a une épargne de précaution qui est mise en place pour 2 raisons. La première, c'est qu'il peut y avoir une perte d'emploi et donc les ménages auront tendance à épargner de fait par précaution. Ensuite, le fait qu'il y ait un endettement supplémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir une augmentation de la fiscalité. Ça impacte 2 acteurs économiques, les ménages et les entreprises. Donc, aujourd'hui, les ménages épargnent, les entreprises, elles investissent moins. Ça veut dire qu'il y a une épargne de précaution qui est mise en place. Ok, Roman, mais si on considère que les marchés sont une science d'anticipation, est-ce que ce n'est pas exactement maintenant qu'il faudrait investir? Alors, je n'ai pas envie de vous faire une réponse de Normand. Ça dépend. Si on considère que le pic il a été atteint, ce qui n'est pas forcément le cas à l'heure actuelle. Il y a encore des inscriptions au chômage aux États-Unis. Encore les entreprises ont encore besoin de s'adapter. D'ailleurs, le chômage partiel a été prolongé. Donc, il peut encore y avoir des secousses. Mais en tout cas, le fait que le chômage ait beaucoup monté et que c'est une donnée a posteriori, c'est opportun de commencer à investir dans ce contexte, même si ça peut paraître contre-intuitif. Est-ce que tu peux nous faire un résumé des points clés, peut-être zone par zone, en commençant par les États-Unis? Alors, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est le fait qu'on soit dans une année électorale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Trump risque de remettre, et c'est déjà un petit peu le cas, la pression sur la Chine. Et ça peut entraîner de nouvelles tensions, notamment en termes de guerre commerciale. Et tout ça, ça s'inscrirait dans un contexte anxiogène avec un niveau de chômage qui n'a jamais été vu. Mais en contrebalancement, il y a quoi? On a une banque centrale qui agit. On a un soutien massif, notamment aux États-Unis, par des baisses d'impôts qui impactent directement la classe moyenne pour redonner de l'air
et de la consommation. Et enfin, il y a une aide de financement aux entreprises pour soutenir l'ensemble de l'activité économique américaine. Et en quoi est-ce que c'est différent de la zone euro? Alors, en zone euro, en fait, on a un effet stabilisateur, c'est-à-dire que en termes de… Si d'un côté, on est moins impacté au niveau du chômage que les États-Unis, c'est parce qu'on a un niveau social qui est un peu plus important. Néanmoins, on aura une vague de chômage très importante, voire même très impressionnante. Peut-être pas de la même ampleur que les États-Unis, mais il y aura un effet graduel pour qu'il y ait une baisse du chômage. Mais tout ceci est contrebalancé notamment par un soutien très fort, par la diffusion de prêts massifs, notamment auprès des entreprises. Et ça a déjà commencé. Cette diffusion, elle a déjà commencé parce que les banques, elles commencent sur le deuxième trimestre de cette année à diffuser un peu plus de prêts. Pardon, et enfin en Chine, quelles sont les caractéristiques de cette sortie de crise? En Chine, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Parce que d'un côté, on commence à voir une réouverture progressive de l'économie, notamment sur les demandes intérieures. On peut prendre à titre d'exemple ce qui se passe à Shanghai. Ils ont réouvert le parc Disney. Donc, les gens, la population peut commencer à profiter du déconfinement. Mais il y a un autre point qui est intéressant, c'est le fait qu'on ait une synchronisation au niveau du déconfinement, notamment dans les pays occidentaux, étant donné que la Chine est le principal producteur de produits et est un gros partenaire dans les actifs qui sont échangés notamment à destination de la zone euro des États-Unis. C'est un pays qui devrait énormément bénéficier justement du déconfinement en zone euro et aux États-Unis. En fait, ce sont les pays exportateurs de matières premières qui vont le plus souffrir. Complètement. Et quels sont de tout ça les incidents sur les marchés? C'est intéressant. Sur la partie marché, on remarque une chose, c'est que tous les indices ne sont pas à la même enseigne. C'est-à-dire que d'un côté, ce changement de nouvel ordre, quelque part économique, a un impact directement sur les différents indices. Le Nasdaq, par exemple, est soutenu par les GAFAM. GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Donc, qui portent ces indices-là, les indices technologiques. Et également les biotechnologies qui, elles, sont portées par le fait qu'elles puissent trouver des vaccins. Dans une moindre mesure, le S&P 500 souffre moins. Le S&P 500, c'est les grosses capitalisations, les grosses actions américaines, portées notamment par la technologie et la santé, souffrent moins que les indices européens qui préfigurent d'une vieille Europe. En fait, ce qui est passionnant dans ces indices, indépendamment du fait que malgré cette crise, le Nasdaq soit toujours positif, porté effectivement par les indices de nouvelles technologies et les biotech, c'est de constater qu'en même temps, les États-Unis ont un taux de chômage qui a explosé. Ils sont passés d'une économie de plein emploi de 4% de taux de chômage à presque 14%. Finalement, ils ont détruit beaucoup plus d'emplois que l'Europe et leurs indices boursiers ont beaucoup plus baissé que les indices européens, pardon, beaucoup moins baissé que les indices européens. Le S&P est à moins 14%, alors que l'Eurostoxx est à moins 25% depuis le début de l'année. Comment est-ce qu'on explique cette décorrélation entre l'explosion du taux de chômage aux États-Unis et la moindre baisse des marchés en Europe? Ça tient déjà à la composition de l'indice. C'est-à-dire que la composition d'un indice américain est beaucoup plus orientée, portée par la technologie et la santé. Alors que les indices européens, eux, sont beaucoup plus portés par l'industrie, par l'auto. Et ce sont donc des facteurs industriels qui vont davantage pénaliser les actions européennes. Donc, on a une partie cyclique qui est beaucoup plus importante sur les actions européennes que sur les actions américaines. Et en plus de ça, c'est qu'il y a le phénomène qui fait que l'économie est en train de basculer et de s'accélérer en dépendance technologique est très dominant aux États-Unis. En fait, est-ce que ça ne veut pas aussi dire, puisque les marchés sont une science d'anticipation, que les marchés anticipent une restructuration beaucoup plus habile et beaucoup plus d'agilité aux États-Unis qu'en Europe? Complètement. En fait, le fait qu'il y ait un impact aussi fort, notamment sur le chômage, amène les entreprises à devoir basculer beaucoup plus rapidement en termes de business model, de modèle économique.
Donc, les États-Unis sont plus armés, mais parce que quelque part, ils n'ont pas le choix. Et qu'est-ce qu'il faut penser des marchés obligataires? Alors, sur la partie obligataire, c'est très intéressant ce qui s'est passé sur la première partie de cette année. C'est-à-dire qu'il y a eu un regain d'appétit, notamment sur les obligations qui sont considérées comme des valeurs sûres, c'est-à-dire les obligations d'État, américaines, allemandes ou françaises. C'est pour ça qu'elles affichent, elles, une performance positive depuis le début de l'année. À l'inverse, les obligations d'entreprise, les obligations à haut rendement ou la dette émergente ont baissé parce qu'on a des craintes sur l'état des entreprises et leur capacité à rembourser. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, les coupons qu'on peut obtenir sur ce segment de marché est entre 5 et 10%, mais qui est lié notamment à la baisse qu'on a eue sur le marché obligataire. En fait, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est qu'aujourd'hui, le portage obligataire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le portage obligataire, c'est la capacité que j'ai à acheter et à détenir des obligations, est intéressant à deux titres. En un, je vais avoir un niveau de rendement qui va évoluer entre 5 et 10%, donc tout à fait attractif. Et en deux, quand l'économie ira mieux, quand les spreads vont se resserrer, ce montant, cette valorisation des obligations va remonter et donc j'ai en plus la possibilité d'anticiper des plus-values sur le marché obligataire. Donc clairement aujourd'hui, c'est une classe d'actifs à considérer. Complètement. Sur un objectif moyen-long terme, c'est une classe d'actifs à considérer, sachant que le fait qu'on ait un coupon élevé nous prémunit, non pas en totalité, parce qu'il y a quand même un risque en capital, mais nous prémunit en tout cas d'un certain niveau de faillite. Si on prend comme exemple ce qui s'est passé en 2008. En 2008, on a une crise de liquidité et une crise de solvabilité sur le marché obligataire. Ça n'a jamais été une performance aussi décevante sur l'année 2008, mais pour autant, sur l'année 2009, on a eu deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est que les personnes qui avaient investi sur les obligations en rendement avaient conservé une partie des coupons, mais en plus de ça, elles avaient eu une appréciation, elles avaient profité justement du rebond. Roman, on parle aussi beaucoup en ce moment de la volatilité des marchés. Par quoi est-ce qu'elle se caractérise? Alors, il y a un indice qu'on suit qui s'appelle le VIX. C'est ce qui permet de qualifier la partie de protection achetée par les investisseurs. Donc, plus les investisseurs cherchent à acheter de la protection, plus cette protection va coûter cher. Ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé notamment en 2008. C'est un moyen pour nous d'observer quel est le niveau de crainte des investisseurs. Et en fait, est-ce qu'il y a une corrélation entre l'explosion de cette volatilité, la montée du VIX, donc cet indicateur de référence du coût de la protection de notre capital, et la mise en exergue de points d'entrée sur les marchés financiers? Alors, ce qui est intéressant, c'est historiquement. C'est le fait qu'en 2008, on ait connu un point de stress et donc une recherche de protection très importante, notamment après la faillite de Lehman, intervenue en octobre 2008. Par la suite, il y a eu des faillites en cascade, notamment sur le secteur de la production, de l'industrie ou de la distribution. Je vous rappelle que General Motors, notamment, a été placé sous Chapter 11. Par la suite de ces faillites d'entreprise, le point bas il a été atteint sur les marchés 5 mois plus tard, c'est-à-dire en mars 2009. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à un horizon 3 mois, 6 mois, 1 an ou 3 ans, donc en se mettant dans une perspective de moyen terme, c'est un marché qui a su rebondir. Ce qui est intéressant avec ce qu'on a connu, c'est que ce pic-là de protection, il a été recherché en mars 2020. Pour être plutôt exact, ça a été recherché notamment le 23 mars. Ça ne veut pas dire qu'on a atteint un point bas sur les marchés, on peut aller voir un bas plus bas, ou en tout cas revoir les niveaux qu'on avait visités en mars 2020. Mais en tout cas, ça laisse présager qu'il est intéressant aujourd'hui de rentrer petit à petit sur les marchés. Est-ce qu'en conclusion, Roman, de ce point que tu nous as offert sur les marchés financiers, on peut adopter la stratégie suivante, se dire que
plus encore que d'habitude, il faut se diversifier dans ces vecteurs d'investissement, peut-être privilégier maintenant le marché obligataire, rester très attentif sur les marchés actions qui vont probablement rester très volatiles pendant encore un moment, combiner différentes classes d'actifs, être attentif à différents secteurs d'investissement, pas juste regarder les nouvelles technologies et les biotech qui finalement n'ont pas besoin de se restructurer, mais peut-être regarder des entreprises ou des secteurs d'activité qui ont beaucoup souffert et qui vont avoir besoin de se restructurer pour bénéficier de cette marge de croissance dans les années à venir. Et peut-être aussi préférer de la gestion indicielle qui va nous abstenir de devoir à jouer les analystes financiers en allant faire du stock picking, action par action ou obligation par obligation. Ouais, alors c'est vrai que nous, de notre côté, on préfère effectivement la gestion indicielle pour évacuer le risque idiosyncratique et plutôt aller combiner les différentes classes d'actifs et ce de manière flexible parce qu'on doit être en mesure d'avoir l'esprit le plus ouvert possible sur, d'un côté, ce qui peut paraître contre-intuitif, c'est-à-dire d'investir quand les marchés ont beaucoup baissé et peut-être se mettre à l'abri quand les marchés ont beaucoup monté. Merci Roman. Donc, on va suivre tes conseils, on va rester flexible et agile. Et je vais passer maintenant la parole à Jérôme et à Manuel sur le point sur la partie immobilière. Merci Stéphane. Merci beaucoup Stéphane, merci à Roman de ce point très, très clair et enrichissant. On va changer de classe d'actifs. Maintenant, on va rentrer sur les marchés immobiliers. Un petit propos introductif, vous l'avez tous vu, 2019, le début de l'année 2020 ont été des années records dans l'immobilier, des progressions à 2 chiffres. Et depuis la crise, coup de frein à main sur toutes les activités immobilières, que ce soit la construction ou les transactions, un arrêt quasi total pour différentes raisons, et notamment pour la possibilité de pouvoir, ne serait-ce que passer des actes, on est dans une situation inédite. Donc, ce qui est important, c'est avant de pouvoir envisager les conséquences et quel type d'investissement immobilier serait pertinent pour un investisseur, il faudrait faire un petit point sur les marchés immobiliers. De quoi parle-t-on quand on parle de marché immobilier? Jérôme, je te passe la parole. Alors déjà, effectivement, merci Manuel. Effectivement, il convient, à mon avis, de parler non pas du, mais des marchés immobiliers, puisque ce marché est protéiforme. Il est en effet difficile de comparer l'immobilier d'habitation parisien avec l'immobilier commercial en Provence ou l'immobilier de santé, par exemple. Il faut aussi rappeler un deuxième point important, c'est que l'immobilier est avant tout un actif d'investissement long terme qui répond à des objectifs patrimoniaux structurels tels que générer des revenus complémentaires pour aujourd'hui ou pour plus tard à la retraite, sécuriser et valoriser un patrimoine. Alors, au-delà de ça, notons que l'investissement immobilier s'est quand même révélé ces 15 dernières années une solution d'investissement tout à fait pertinente et performante pour beaucoup. Alors, puisqu'on parle de performance, je pense qu'il est aussi important de rappeler que la performance globale d'un actif immobilier a 2 origines. Les flux, qui sont techniquement les loyers, et les valorisations, c'est-à-dire qu'on va faire des plus ou des moins-values en revendant son bien. Par exemple, même si un bien immobilier baisse de valeur, les loyers seront normalement toujours versés par le locataire et en sens inverse. Ce n'est pas parce que le loyer baisse ou même parce que le loyer n'est pas versé que forcément la valeur intrinsèque d'un bien immobilier va diminuer. Et puis, l'investissement immobilier, on le rappelle toujours, mais profite à contrario des placements financiers, de l'effet de levier du crédit et donc, de manière générale, aussi de la prévoyance qui est associée à ce crédit. Oui, tu l'as très bien rappelé, l'immobilier est un classe d'actifs rentable, mais c'est bien de parler de rentabilité, mais on ne peut pas envisager un rendement sans le relier à un risque donné. C'est ce qu'on appelle le couple rendement-risque. Alors, qu'en est-il de l'immobilier? Il ressort que sur ces 15 dernières années, le risque de l'immobilier a été très bien payé. Pour autant, est-ce qu'on doit considérer l'investissement dans l'immobilier comme une valeur refuge en ces temps de crise ou au contraire, est-ce qu'on doit faire le constat que l'immobilier est survalorisé, que les taux de crédit remonteront fortement et qu'on prive par là même l'immobilier de rapport de tout attrait? Voilà la question qui se pose. On va rentrer maintenant dans une partie plus stratégique. Maintenant qu'on a fait ce constat, que pouvons-nous préconiser? Alors, au risque de se répéter, le bon sens, là aussi, doit encore une fois prévaloir. D'abord, il convient
de définir ses objectifs d'investissement à court, moyen et long terme, délimiter les moyens dont on dispose pour les atteindre, quel effort d'épargne on peut et on souhaite mobiliser, quels sont les capitaux qui sont à notre disposition et là aussi que l'on souhaite mobiliser, quelle est notre capacité d'emprunt et est-ce qu'on souhaite l'utiliser en toute ou partie. Voilà les points essentiels. Ce n'est qu'après avoir fait cet audit, qu'après avoir défini ces contours qu'on pourra intégrer, le cas échéant, un investissement immobilier ou des investissements immobiliers, Jérôme l'a très bien dit, dans une stratégie patrimoniale à déployer. Donc maintenant, quels, singulier au pluriel, les investissements immobiliers privilégiés? Alors, on va y venir. Quels investissements immobiliers privilégiés? Il y a quelque chose de l'ordre du timing qui se pose beaucoup. On parle d'attentisme. Alors, d'après les derniers sondages, 50% des Français sont aujourd'hui prêts à acheter un logement. Un peu moins de la moitié s'attend à une baisse au courant de l'année 2020 du prix de l'immobilier globalement, tandis que 17% des gens pensent que ça va stagner. Ça pourrait donc effectivement entraîner un report de certains projets de quelques mois si les acheteurs estiment qu'ils pourront obtenir un meilleur prix un petit peu plus tard. De leur côté, certains vendeurs pourront accélérer la mise en vente de leurs biens en proposant quelques décotes. Par contre, il nous semble tout à fait déraisonnable de craindre une chute très brutale du marché de l'immobilier à la fin de ce confinement. D'un côté, on a les acquéreurs qui sont finalement que 2% des Français, par exemple, comptent renoncer à leur projet d'achat initial. Anticipant une remontée de taux, à l'inverse, il y a de nombreux acquéreurs qui expriment le souhait de se positionner rapidement, d'autant que pour beaucoup, l'immobilier ressort comme une valeur refuge face à la volatilité des marchés boursiers. Du côté des vendeurs, certains auront des besoins de liquidité pour faire face à une situation imprévue, ça c'est évident, mais ça sera une toute petite minorité. La majorité des gens seront sûrement bien plus enclins à traîner un petit peu pour vendre leurs biens plutôt qu'à céder sur le prix. La plupart des gens ont la possibilité de patienter avant de vivre leur transaction. Parfois, certains sont même contraints. On ne peut pas forcément vendre 10% moins cher quand on a un prêt en cours. Et puis, on pourra aussi observer d'ailleurs que ce phénomène dont je parle a été déjà vu lors des crises précédentes, notamment celle des subprimes. On a vu le même effet se produire. Les gens préfèrent attendre, retarder un petit peu la vente de leurs biens plutôt que se précipiter avec des moins-values. On relèvera juste deux, trois petits points. La situation a donc plutôt un impact sur le taux de vacances, notamment pour les propriétaires dont le logement était alloué avant la période de confinement. Ça, évidemment, c'est plus compliqué. Et puis, on peut aussi remarquer que quand on discute avec les agents immobiliers, par exemple, les professionnels nous disent qu'ils retrouvent un fort regain d'intérêt pour les propriétés situées en dehors des centres urbains, mais qui restent malgré tout bien connectées avec les villes. Alors ça, c'est l'histoire qui nous dira si cette tendance se pérennise ou pas. Et puis donc, la véritable inconnue, c'est la rapidité de la reprise. C'est très certainement ce paramètre qui impactera plus ou moins les valeurs des biens. Plus on va reprendre rapidement les transactions, plus le marché sera très peu impacté en termes de valeur. On ne peut pas parler d'immobilier sans parler d'emprunt. C'est la classe d'actifs par excellence sur laquelle on peut investir par emprunt. Qu'en est-il? Faisons un point, une analyse objective de cette situation de crédit. L'Observatoire CSA Crédit Logement nous dit la chose suivante. Les crédits immobiliers devraient baisser de 37% d'ici la fin 2021, c'est-à-dire 220 000 opérations d'achat en moins. Ce même observatoire nous dit que pour 2020, il y aura un recul de 26% de la production, soit une chute comparable à celle de la crise des subprimes, mais sur un temps beaucoup plus court. Les banques sont mises sous pression avec cette crise du coronavirus. Certes, elles bénéficient de mesures de la BCE, de la Banque centrale européenne, pour stimuler les prêts, mais elles doivent quand même faire face à une chute des bénéfices et à un risque de récession. Il peut y avoir également un impact indirect sur les prêts longs, comme les crédits immobiliers, en cas de tension sur l'OAT, c'est-à-dire les emprunts OAT 10 ans en France, les emprunts d'État sur 10 ans. En outre, les banques doivent réduire le risque sur les prêts immobiliers, surtout en cas de possibilité d'une baisse des prix du logement qui va peut-être se concrétiser dans les mois à venir. Le constat également, c'est que depuis le début du mois d'avril, la hausse des taux de crédit a augmenté entre 0,10 et 0,50% selon bien sûr les profils des investisseurs, les durées et la typologie des projets. Quoi qu'il en soit, vous avez peut-être vu, lu, entendu des analyses très contradictoires.
Certains envisagent une remontée forte et brutale des taux de crédit, quand d'autres estiment que cette remontée se fera en pente douce et de façon raisonnée. Certains même considèrent qu'il n'y aura aucune incidence sur les taux de crédit et que ceux-ci resteront structurellement bas, tels qu'on les connaît aujourd'hui. Alors, que faire? C'est ça la question. Que faire maintenant qu'on a fait ce constat? Quelques points qui nous semblent de bon sens. Si vous envisagez avant la crise d'investir dans l'immobilier à crédit, votre projet reste toujours pertinent. Si vous souhaitez emprunter pour investir, ne vous précipitez pas simplement pour bénéficier des conditions de financement actuelles. Parce que même en cas de remontée des taux, compte tenu des taux de crédit actuels qui sont historiquement bas, il fera toujours sens d'emprunter et vous aurez le temps de monter aisément des dossiers de financement. N'oublions pas non plus que le recours à l'emprunt permet d'utiliser un effet de levier économique d'une part et aussi un effet de levier fiscal pour l'investisseur, c'est-à-dire la possibilité pour les propriétaires fonciers bailleurs de déduire les intérêts, les charges financières au global de leurs revenus locatifs. Et ensuite, Jérôme en a dit deux mots tout à l'heure, il y a un volet prévoyance dans l'assurance couplée au crédit qui permet de protéger ses proches, protéger ses enfants, protéger sa famille en cas de décès ou d'invalidité. Bref, nous savons tous que les taux d'emprunt ne baisseront pas, ça c'est un fait. Ils remonteront plus ou moins fortement, plus ou moins rapidement, et sans céder à la précipitation, nous voyons ici aucun argument pouvant reporter d'éventuels projets d'investissement immobilier en utilisant l'emprunt. Au contraire. Alors, merci Manuel. Nous voyons bien ici sur ces graphiques les deux pans de la performance globale de l'immobilier. D'une part, sa valorisation, puis les revenus que ça génère. Donc, la crise que nous traversons aura-t-elle des conséquences sur le prix de l'immobilier, comme ça a eu un petit peu d'impact en 2009 Quelle attitude adopter? Est-ce qu'il faut attendre avant d'acheter ou s'empresser de vendre? On rappelle encore une fois que l'investissement dans l'immobilier de rapport s'envisage dans la durée et qu'une stratégie d'investissement ou de désinvestissement doit poursuivre un objectif patrimonial de fond. Et on ne doit pas décider en raison d'une baisse temporaire présente ou future liée à un événement conjoncturel en fait. Le potentiel de plus-value de l'immobilier s'apprécie donc à long terme. D'ailleurs, tout propriétaire sur 20 ans, quelqu'un qui y tient bien pendant 20 ans, rencontrera très certainement l'une ou l'autre crise à un moment donné pendant la détention de son bien. C'est quasi inévitable et ça ne rend pas moins attrayant l'investissement immobilier. De même, en termes de flux, les loyers continuent à être versés et indexés sur l'indice IRL qui est donc fortement lié à l'inflation, permettant aux bailleurs de maintenir une constance dans le rendement net de leurs actifs immobiliers. Le rendement de l'immobilier traditionnel pourra être optimisé aussi, pour le rappeler, ça fait partie de notre métier, mais pour être optimisé aussi selon le mode de détention, si on opte pour une location nue, une location meublée, colocation, à travers une SCI à l'IR, à l'IS ou une SARL de famille par exemple. Alors on a vu l'immobilier traditionnel est une des possibilités d'investissement dans l'immobilier, mais ce n'est pas la seule. On va en aborder une ensemble maintenant. Ce sont les SCPI, les sociétés civiles de placement dans l'immobilier. Alors, certains d'entre vous doivent nécessairement les connaître. Pour les autres, en quelques mots, ce sont des véhicules d'investissement dédiés à l'achat et à la gestion d'un parc immobilier locatif. Les SCPI reversent aux associés, aux investisseurs, vous, des loyers réguliers pour un rendement annuel d'environ 4,5 à 5 % auquel on peut rajouter un potentiel de plus-value. Vous le voyez sur le graphique de droite, deux sources de performance que Jérôme avait développées tout à l'heure, à savoir les flux d'un côté et la valorisation de l'actif de l'autre. Quelques chiffres encore, les SCI, c'est plus de 30 milliards d'euros d'investissement et 600 000 investisseurs en France. Donc, c'est un des placements les plus plébiscités à ce jour. On comprend pourquoi. La crise que l'on traverse a permis d'éprouver une fois de plus ce type d'investissement. Il faut indiquer qu'il n'y a pas une SCPI, mais des SCPI. Vous le voyez sur le graphique de gauche, on va y revenir. Différents segments d'investissement pour ces SCPI. Ça peut être le bureau, les commerces, l'hôtellerie, la santé, la logistique. Et ils ne sont pas, comprenez naturellement, ils ne sont pas tous sensibles aux mêmes risques. Donc, une saine gestion du patrimoine, mais une saine gestion de cette classe d'actifs en particulier, invite donc à sélectionner des SCPI proches des fondamentaux de leur marché. On est plus enclin au cabinet à recommander des CPI de bureau, de commerce, de santé et
lorsque vous constituez, vous créez un portefeuille, ou lorsque vous accompagne dans la création de ce portefeuille, c'est autant que faire se peut de décorréler les SCPI les unes des autres pour diluer le risque. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc, intrinsèquement, de par leur diversité d'actifs, leur diversité de locataires, les SCPI diluent d'autant plus le risque pour un investisseur. Certains s'interrogent en cette période de crise sanitaire pour savoir s'il est pertinent ou non d'investir dans des SCPI. Est-ce qu'il vaut mieux attendre? Est-ce qu'il vaut mieux réaliser son investissement maintenant? Rappelons encore une fois, c'est les fondamentaux, mais il est essentiel de les rappeler, rappelons une fois que les SCPI sont des actifs de nature immobilière. Ils ont donc, comme leur classe d'actifs, une vocation long terme. D'autre part, il n'y a à ce jour, et on a depuis le début de la crise eu de nombreux échanges avec les sociétés de gestion, il n'y a eu que très peu de demandes de report ou d'annulation de loyers de la part des locataires, ce qui représenterait une diminution très faible du rendement pour 2020, quelques dixièmes de pourcent. Alors imaginons, si on veut être vraiment pessimiste, que l'ensemble du parc immobilier des SCPI n'est pas loué pendant 3 mois, un trimestre plein d'arrêts de loyers non payés. L'impact sur le rendement sur les SCPI serait d'environ 1%. Quand on envisage un rendement d'à peu près 4% plus sur une SCPI, un quart de loyer non perçu sur une année représenterait 1% de rendement, ce qui vous laisserait quand même 3% de rendement positif dans une année de crise sur un placement long terme qui pourra vraisemblablement servir pour les années qui viennent un peu plus de performance. Bon, je viens en parler des résidences-services, qui sont un autre grand sujet des investisseurs. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas ou mal, les résidences-services, c'est des résidences composées de logements indépendants qui sont organisés autour d'espaces de services, justement, tels que le restaurant, une bibliothèque, une salle de gymnastique, une laverie, un accueil, etc. Et qui permettent de répondre à des besoins spécifiques pour une population particulière. Les investisseurs qui détiennent ces biens-là le donnent à bail à un exploitant qui en assure la gestion. C'est relativement confortable et les revenus sont peu, voire pas du tout taxés, profitent même parfois de certaines réductions fiscales. Alors, ces résidences gérées sont par nature sensibles à des réalités exogènes puisqu'ils s'adressent à une typologie de locataires. Il est donc bon de se poser la question tant de cette typologie-là que de la solidité du gestionnaire. Je vais rapidement faire un tour des 4 types de logements, 4 types de résidences-services qui existent, à commencer par les résidences de tourisme. Qu'il s'agisse de tourisme de loisirs ou de tourisme d'affaires, elles seront inéluctablement impactées par une absence de chiffre d'affaires en 2020. Et l'impact dépendra directement de la durée de cette crise sanitaire et des conséquences seront très variables selon les biens et selon les gestionnaires. Il en va de même pour les résidences étudiantes. C'est 130 000 logements privés en France, mais si le retour à un taux de remplissage normal sera, lui, vraisemblablement plus rapide que pour les résidences de tourisme, on espère retrouver tous les étudiants à l'école en septembre dignement logés. Ces étudiants donc reprendront certainement plus rapidement leurs activités que les touristes. Il y a en troisième lieu aussi 190 000 chambres d'EHPAD privées en France et malgré l'impact du Covid, notons que le taux de remplissage sont toujours aussi prégnants. Attention, il y avait un fort besoin, une forte attente. Il y a toujours cette attente-là. C'est médicalisé, on parle d'établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. La situation a néanmoins pointé du doigt un besoin qui est de faire évoluer les nouvelles normes. Peut-être même que certaines subventions dont bénéficient ces établissements pourront être subordonnées à ces nouvelles normes. Et donc, ça pourrait avoir un impact lors des futurs renouvellements de baux à venir. Ça, c'est une affaire à suivre. Enfin, en dernier lieu, il y a les résidences-services seniors qui tirent quant à elles un peu leur épingle du jeu, puisqu'elles résistent très bien à la situation et en plus jouent même un rôle social indéniable. Tant les particuliers que les pouvoirs publics ont aujourd'hui plus que jamais pris la mesure du besoin de solutions et notamment l'isolement social des seniors. Donc les résidences services seniors confirment donc ici leur rôle en tout cas. Ça a été perçu et c'est remonté. Enfin, pour finir, mais n'oublions pas que le gestionnaire de résidence sera l'acteur clé du succès de ce type d'investissement. C'est du travail et de la qualité de ce gestionnaire que dépendront le rendement et la pérennité de l'investissement.
Donc ça, c'est absolument important de surveiller cette qualité-là, comme il est important de vérifier toute une série de points sur le bail avant de conclure une affaire avec un gestionnaire de résidence-service. Merci à tous de nous avoir suivis et écoutés sur ce webinaire en espérant qu'il ait pu vous apporter quelques éclairages sur la gestion de votre patrimoine financier et immobilier. Quelques mots sur les intervenants et sur le groupe via la plateforme patrimoniale EFI. Je vais prendre la parole pour présenter en quelques mots le groupe via la plateforme patrimoniale, qui est une fédération de conseillers en gestion de patrimoine. On a pour mission d'accompagner nos clients, les conseiller, leur proposer des solutions d'investissement pertinentes dans la création, le développement, la sécurisation, la transmission de leur patrimoine. Nous définissons avec vous les stratégies qui correspondent à vos objectifs. Nous sélectionnons les solutions d'investissement qui nous permettent de réaliser l'ensemble de vos préconisations et stratégies. Et on vous offre un panel large de solutions d'investissement de marché que nous sélectionnons avec rigueur. Un petit mot sur la société de gestion FIM. Donc, c'est quoi déjà une société de gestion? C'est une société qui est habilitée à gérer des capitaux pour le compte de tiers, donc aussi bien pour des particuliers que pour des institutionnels. On est notamment une équipe de gestion qui totalise plus de 30 ans d'expérience cumulée entre Denis Canfou, qui est l'autre gérant de portefeuille, et moi-même. Denis Canfou, qui est mon binôme, a plus de 17 ans d'expérience dans la multigestion, notamment au travers de différentes institutions, grandes banques comme Martin Morel, Rothschild. Il est ingénieur de formation, diplômé également de l'ASFAF. Moi, pour ma part, j'ai plus de 16 ans d'expérience, notamment dans la location d'actifs. J'ai créé déjà une première structure de gestion pour un réseau de conseillers en gestion de patrimoine. Et j'ai été dirigeant et j'ai notamment géré 2 fonds de performance absolue. Je tenais à remercier notamment le cabinet VIA de cette invitation, qui est un partenaire, qui est un grand partenaire pour nous, puisqu'il nous fait également le témoignage d'une grande confiance en étant un des actionnaires de notre société. Et on est très heureux de participer à cette première conférence, ce premier webinaire. Merci. Voilà, et pour clôturer, quelques informations sur les pôles de présence de VIA. VIA est très présent en France, mais aussi à l'international. Nous avons un bureau à Londres, un bureau à Singapour, une présence régulière à Dubaï ou à Shanghai, des clients un peu partout dans le monde, ce qui explique d'ailleurs l'horaire un peu atypique de ce séminaire. Nous avons quelques clients qui nous suivent depuis Singapour ou depuis les États-Unis. Nous vous remercions et on vous dit à bientôt. On est évidemment très adapté pour fonctionner avec vous à distance, comme vous avez pu le voir. On a une grosse habitude de ces sessions de travail sur Zoom, portées par notre clientèle très internationale et par le pôle handicap, qui évidemment a des difficultés à se déplacer. Wassila, est-ce que tu as pu noter un certain nombre de questions en provenance de nos auditeurs? Oui, bonjour. Alors, j'ai quelques questions. On ne va pas pouvoir toutes les poser, mais j'en ai déjà une pour Romane qui concerne l'or. Est-ce qu'il est intéressant d'en avoir dans le portefeuille? Alors, l'or a notamment fait office de valeur refuge depuis un petit moment, depuis notamment le début de cette crise. Ça paraît pas complètement idiot de détenir un petit peu d'or en portefeuille dans une limite, sachant que c'est un actif qui ne rapporte rien, mais par contre, c'est une valeur refuge. Donc, le fait d'en détenir entre 3 et 5% en portefeuille, ça a du sens. Ouais. D'accord. J'ai également une question pour Manuel. Concernant les résidences de service, on a vu les résidences étudiantes se vider, par exemple. Qu'est-ce qui se passe concernant les loyers? Est-ce qu'il y a une crainte à avoir là-dessus? Très bonne question. Sur les résidences-services, Jérôme en a dit quelques mots tout à l'heure, elles sont plurielles. On ne peut pas parler d'une résidence-service, mais des résidences-services. Et les craintes qui peuvent se porter actuellement sont sur les résidences tourisme, essentiellement, et sur les résidences étudiantes. On comprend bien, les étudiants sont rentrés
en crise du coronavirus, quelques mois avant la fin de l'année universitaire, puis les vacances universitaires prennent le relais. Ils ont, pour certains, choisi de rendre leur logement, de retourner chez leurs parents pour vivre un confinement plus adapté, plus agréable et éviter de payer ou de faire payer à leurs parents des loyers qui seraient un peu élevés. Donc la conséquence pour les sociétés de gestion, les gestionnaires, c'est que les loyers seront beaucoup moins importants que prévu. Et par voie de conséquence, les investisseurs derrière pourraient avoir à en pâtir. Pourquoi? Parce que certes, le gestionnaire se doit contractuellement de payer le loyer tel que prévu au bail, mais il faut comprendre que le gestionnaire et le bailleur ont une relation symbiotique et ils sont au bord de la même barque, au bord du même bateau. Il peut donc y avoir chez certains gestionnaires une demande faite auprès des investisseurs de diminuer en partie la demande des loyers qui pourraient être prévus au bail. C'est une négociation qui doit se faire dans un intérêt commun entre le gestionnaire et le propriétaire bailleur, qui doit être faite de façon raisonnable, raisonnée. D'ailleurs, on accompagne nos clients quand de telles demandes sont faites par les gestionnaires pour pas qu'il y ait d'abus ou d'excès. Et je pense que c'est important que cette relation symbiotique se matérialise par un effort de guerre réalisé par chacun. Il ne faut pas oublier non plus, on l'a rappelé tout au long de ce webinaire, que l'immobilier, c'est un actif long terme et que oui, certes, ça peut être désagréable d'avoir 1, 2 ou 3 mois de loyer abandonné, surtout quand on a un crédit derrière, sachant que l'on peut aussi négocier avec la banque, on vous accompagne là-dessus pour négocier avec les banques pour des diminutions de report d'échéance de crédit. Oui, ça peut être désagréable, mais il faut envisager cet investissement dans le long terme et sur la durée de détention, plus d'une dizaine d'années en général, parfois 20 ou 30 ans. C'est un épiphénomène, ça sera juste une poussière dans l'investissement et ça ne remettra pas en cause la pertinence du format, la pertinence de l'investissement et la pertinence de ce support. Est-ce que je peux vous proposer, à moins, Wassila, que tu aies une autre question rapide? Sinon, est-ce que je peux vous proposer que nous nous arrêtions pour aujourd'hui et proposer à ces nombreux auditeurs de prendre contact directement avec nous s'ils avaient des questions supplémentaires? Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci à tous, en tout cas, aussi pour cette écoute. Merci. Au revoir.